c'est une femme bouleversée qui a accepté de se confier. Des mots difficiles à poser, tant la douleur est vive. Moi, ça fait un mois que j'ai un truc dans la gorge qui... C'est à mi-chemin entre l'envie de hurler et l'envie de vomir. De rage, d'amertume, de dépit, de peine. Valérie est l'ex-femme de Frédéric Limolle, l'homme qui a tué 3 gendarmes et en a blessé un 4e grièvement. C'était le 22 décembre dernier, dans le hameau du Crau. Scène de guerre à Saint-Just, dans le Puy-de-Dôme. 3 gendarmes ont été tués, un 4e blessé. Ils intervenaient pour sauver une femme. C'est littéralement cela le scénario, sauver une femme qui était victime de violences de la part de son nouveau compagnon. Valérie ne masque pas son écœurement, car au fil des années, elle n'a cessé d'alerter les autorités sur la violence et la dangerosité de Frédéric Limolle. Si début 2013, on avait pris ma plainte, si en 2012, il y avait quelqu'un qui avait enquêté, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Si tout le monde se regarde dans la glace en se disant « sur ce dossier, j'ai assuré », c'est qu'il manque un échelon ou c'est qu'il manque il manque un rouage. Moi, j'ai une petite idée de ce que ça a donné, mais ça a donné 3 gendarmes par terre. Pour moi, le résultat, il est là, quoi. Le lieutenant Cyril Morel, 45 ans, l'adjudant Rémi Dupuis, 37 ans, et le brigadier Arnaud Mavel, 21 ans. 3 gendarmes tués par un homme surarmé. Alors comment a-t-il pu passer entre les mailles du filet? Enquête sur la dérive d'un homme ultra-violent qui a basculé dans le survivalisme. Nous sommes le 22 décembre dernier dans le hameau du Crau. Il est 19h30. Frédéric Limolle est seul avec sa nouvelle compagne Sandrine et s'en prend directement à elle. Ce n'est pas la première fois. Ce soir-là, c'est un déferlement de haine, de violence et de rage. Des échanges consultés par le journal Le Monde. Sandrine les a enregistrés sur son téléphone portable à l'insu de Frédéric Limolle. Voici la retranscription d'une partie de ses propos ultra-violents. Tu vas crever, d'accord? Je les encule, ces putains de flics de merde. Tous des francs-maçons. Frédéric Limolle menace sa compagne avec une machette. Je vais brûler ta maison. Je vais t'enlever tout ce que tu as, tu ne vaux rien. Je vais tuer plein de gens, là, maintenant. Je vais tuer tous les gens autour de toi. Et toi en dernier. S'ensuivent des coups. La compagne de Frédéric Limolle parvient à s'échapper par une fenêtre et se réfugie sur le toit de la maison. Elle envoie une photo de son visage tuméfié à l'une de ses amies. L'alerte est donnée à 20h52. Alors, c'est un appel qui vient au centre opérationnel de la gendarmerie de Clermont-Ferrand en début de soirée et qui émane d'une amie de la victime qui signale simplement que, que la femme qu'elle connaît vient d'être victime de violences de la part de son conjoint. 5 gendarmes de la brigade d'Ambert sont d'abord dépêchés sur place. La compagne de Frédéric Limolle les guide par SMS sur un terrain délicat. Localement, c'est très compliqué parce que c'est une nuit très noire, très sombre. On a parallèlement une zone boisée, montagneuse, très escarpée, avec en plus localement du brouillard. Donc toutes ces données font que la situation est assez complexe à gérer localement. À peine les forces de l'ordre arrivent-elles sur zone que Frédéric Limolle, posté dans l'encadrement d'une fenêtre, ouvre le feu. Le tir est précis. Il n'y aura pas de phase de négociation à proprement parler. Il n'y aura pas de phase de négociation. Les seuls contacts qu'il y a eu avec l'intéressé, c'est des échanges de coups de feu. Un gendarme est tué sur le coup, un autre grièvement blessé. Alors que sa compagne est toujours réfugiée sur le toit, l'individu met le feu à la bâtisse. Les gendarmes, eux, appellent du renfort. Au départ, on a entendu des tirs, on a vu que le feu commençait. Donc après, j'ai voulu y monter avec mon collègue. Les pompiers nous ont arrêtés, nous ont dit il y a un blessé. Combien la gendarmerie, il ne faut pas aller plus loin. L'incendie redouble d'ardeur. Les flammes de plusieurs mètres de haut éblouissent les gendarmes.
Qui est cet homme qui semble prêt à tout? Sandrine, toujours prisonnière sur le toit de la maison, leur fournit des informations. On apprend, alors par le biais des recoupements que nous faisons nous, et par les éléments qu'elle nous apporte, que c'est un individu lourdement armé, déterminé, avec un état d'esprit et des propos qui font penser à un survivaliste, même si ça n'est pas le caractère principal dans l'affaire. Mais voilà, on a quelqu'un de déterminé, d'armé et qui n'a plus rien à perdre. L'homme est très mobile, entraîné et suréquipé. Des armes de guerre, des fusils automatiques, des pistolets automatiques, un gilet quasiment comme les militaires, des lunettes de vision nocturne, des lampes pour éblouir les gendarmes. Ils sont tombés dans un traquenard. Traquenard, ces pauvres gendarmes, dans un traquenard. Les gendarmes d'Ambert et des environs ne font pas le poids. Frédéric Limolle a pris la fuite. Autour de sa maison qui brûle encore, difficile de localiser le tireur. D'autant que son arme est équipée d'un silencieux. Dans la nuit noire, l'homme tire à nouveau. 2 autres gendarmes tombent, sous ses balles, sans un bruit. Des renforts convergent vers le hameau du Cros, plus de 350 hommes au total. Vers 23h, la compagne de Frédéric Limolle est exfiltrée par l'arrière de la maison. Elle est prise en charge par le SAMU. Nous avons pu, en quelque sorte, coordonner sa prise en charge au moment le plus favorable, c'est-à-dire au moment où l'individu n'était plus à proximité de la maison. À 2h30 du matin, le GIGN appelé en renfort arrive sur zone. Sur le terrain, la situation est chaotique. On n'a aucune info. Pas d'information, on ne sait pas s'il est installé à un endroit et puis qu'il nous attend avec ses équipements, puisqu'il est équipé de jumelles de vision nocturne, avec des armes de gros calibre. On ne sait pas s'il est parti à pied, on ne sait pas s'il est parti en voiture. L'information qu'on a à un moment, c'est qu'effectivement, il est parti en voiture, qu'il aurait fait une sortie de route et qu'il serait revenu à pied au contact des gendarmes départementaux. Les hommes du GIGN sécurisent le hameau. Frédéric Limolle est introuvable. Il a en fait repris la fuite avec son véhicule avant de s'écraser contre un arbre. Sa voiture, accidentée, est retrouvée au petit matin, à 1,5 km de la maison. Lui s'est tiré une balle dans la tête. Une équipe se rend sur zone pour aller vérifier la voiture de l'individu. Et c'est en allant sur zone qu'il trouve l'individu qui vraisemblablement s'est suicidé. Donc il est adossé à un arbre. Suite à sa sortie de route, il a réussi à sortir de son véhicule. Il s'adosse à un arbre. Il a ses armes à portée de main. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il attendait les gendarmes départementaux pour une confrontation finale. Frédéric Limolle avait même tendu un piège ultime aux forces de l'ordre. Les enquêteurs nous apprendront après coup que le véhicule était piégé. Le système était inopérant en raison de la sortie de route, mais le véhicule était piégé. Et un fusil était placé de manière à ce qu'une ouverture porte-avant droite du véhicule déclenche un coup de feu au niveau du ventre de la personne qui aurait ouvert le véhicule à ce moment-là. Voici l'intérieur du véhicule de Frédéric Limolle. Un système artisanal pour piéger les gendarmes. À droite, un tendeur de vélo qui doit actionner la mise à feu de l'arme au moment de l'ouverture de la portière. Donc ça donne une idée du jusqu'au boutisme de l'individu. Des adversaires dangereux, on en a régulièrement à gérer. Maintenant, aussi lourdement équipés, de nombreuses armes de guerre, des talkie-walkie, gilets pare-balles, des jumelles de vision nocturne, des armes équipées de silencieux, des masques à gaz, des vivres pour plusieurs semaines. Donc ça reste quand même assez exceptionnel. Vestige de cette scène de guerre, la maison calcinée. Une odeur de fumée persistante, des impacts de balles sur la porte de ce garage, au milieu du hameau. Alors comment s'est installée cette violence hors norme chez Frédéric Limolle? Pour le savoir, il faut revenir sur ses traces. Dans le sud de la France, nous rencontrons l'un de ses amis, Greg, qu'il a connu dans les années 90, en classe préparatoire de mathématiques. Frédéric Limolle a moins de 20 ans, fils d'un militaire martiniquais et d'une enseignante vosgienne. Il rêve alors de devenir pilote dans l'armée de l'air. Il était sportif, dynamique, c'est musclé, des choses qui vont bien pour l'armée, quoi. J'ai le souvenir de quelqu'un avec un caractère vraiment fort, trempé, intelligent, oui, une intelligence vive, je dirais même acérée.
En gros, ça passe ou ça passe pas, quoi, mais il n'y a pas de faux fuyant. Il ne sera pas pilote, mais ingénieur. Avant cela, il fait son service militaire comme élève officier. Le voici dans le régiment de train de Limoges en 1995. Il y apprendra l'autorité et le maniement des armes. Emmanuel, qui s'est lié d'amitié avec lui à Paris quand il intègre une école d'ingénieur, se souvient de quelqu'un qui avait déjà la rage au ventre. En fait, il était déjà là, le Fred de 2020, il était déjà là en 95, c'est-à-dire qu'il était déjà fâché contre le système, il appelait ça les connards en costard, il s'appliquait beaucoup à essayer de se camoufler dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, il méprisait énormément les débiles, comme il disait, qui allaient au travail sans réfléchir, etc. Et lui réfléchissait beaucoup. Il avait la passion des armes, déjà. Il était fan de machettes, donc il avait toujours des couteaux, des machettes, des choses comme ça. Et il était... il faisait des combustions spontanées de colère, c'est-à-dire mais qui ne s'exprimaient pas contre des personnes en particulier. Au fil de ces années, où Frédéric Limolle devient consultant en informatique, Emmanuel garde le contact, mais le voit de plus en plus sombre. Ben, il bascule pas, il évolue. J'ai l'impression, moi, qu'il a cette espèce de fond, il a un fond de colère et de violence qui est dirigé contre le système, comme ça, et puis il s'enfonce dedans. Il a de plus en plus de ces moments où il est violent. C'est-à-dire que les moments où il est sympa diminuent. Et puis on a encore des contacts comme ça, petit à petit, et à chaque fois c'est la même chose. Et ce qui me préoccupe, c'est qu'il ne s'assagit pas avec l'âge. C'est-à-dire qu'il reste dans sa radicalité anti-système. À cette époque, Frédéric Limolle rencontre Valérie, qui deviendra sa femme. En 2012, elle travaille à Dubaï. Ils se marient là-bas pour vivre ensemble. 4 jours après, c'est la première scène de violence. C'est un peu comme un tsunami, en fait. D'un seul coup, pouf, c'était calme. Et puis, c'est plus calme. Et donc, il a commencé à tout casser. Et donc, il m'a attrapé. Il m'a collé au mur, il m'a étranglé. Donc, j'ai commencé à me débattre. Et puis, il tapait juste à côté de mon visage, en fait. Mais il tapait, c'est moi le plus fort, t'as compris, ferme ta gueule. Des insultes, des séquestrations, des menaces de mort qui vont se répéter de retour en France, à Salon de Provence, alors qu'elle est enceinte de lui. Je me suis renfermé dans une chambre et il tapait à la porte, je vais te buter, t'as peur, hein, connasse, t'as peur, hein. Tu verras jamais la tête de ton gamin, je te buterai avant. Dans sa maison, Frédéric Limolle vit déjà comme dans un camp retranché. Valérie, elle, s'y sent prisonnière, incapable de demander de l'aide. J'ai pas osé faire le 17. Parce que la maison de Salon de Provence, il y avait un premier portail, un deuxième portail et la porte d'entrée. Donc je me suis dit, mais ça sert à rien en fait. Je me suis dit, le temps qu'ils arrivent, je suis déjà morte. Frédéric Limolle est déjà obsédé par la fin du monde et les théories survivalistes. Preuve en est, le cadeau qu'il offre à Valérie à la naissance de leur enfant en 2013. Une radio militaire pour communiquer pendant l'apocalypse. Et pour qu'il puisse venir nous chercher tous les deux et qu'on aille dans sa maison bunkerisée à Salon de Provence, où on sera en sécurité pour attendre les hordes métèques. Pendant très longtemps, je me suis dit, c'est pas possible, il joue au fou, enfin... Pour moi, c'était juste du fou. Enfin, il se foutait de moi, quoi, en fait. Moi, j'y croyais, enfin, je pensais pas qu'il y croyait. Mais qu'est-ce qui tenait comme genre de propos? C'était déjà du complotisme? C'était quoi? Ben, il y a les Illuminati, il y a les francs-maçons, ils nous dirigent le monde. Il y avait déjà cette histoire de pandémie pour réduire de manière drastique la population mondiale. Et que du coup, les initiés iraient dans des bunkers où ils avaient tout prévu et qu'après ils ressortiraient à l'air libre. Face à cet homme violent qui dérive, Valérie parvient à prendre le large. Le divorce est prononcé en 2015. Elle obtient l'autorité parentale exclusive avec un droit de visite sous surveillance pour Frédéric Limolle, mais les menaces perdurent.
Valérie décide finalement d'alerter les services de gendarmerie près d'Avignon. Elle porte plainte d'abord en 2017 pour menaces de mort réitérées. Après évaluation, les gendarmes écrivent. Aucune mesure particulière de protection ne nécessite d'être mise en œuvre. L'année suivante, nouvelle plainte dans la même gendarmerie. Quand il vient, il me menace à chaque fois. Il me dit à un moment donné, il va falloir payer, je vais te crever, en 3 secondes tu es morte. Mais rien ne bouge. La plainte, comme celle d'avant, est classée sans suite, sans qu'aucune enquête ne soit menée et sans que Frédéric Limolle ne soit entendu. Nouvelle alerte en 2019, Valérie découvre sur Internet qu'il s'entraîne dans un centre de tir. Là encore, elle prévient les gendarmes, dépose une main courante. Donc je me dis, ouh, ça pue. Et que bah là, en fait, avec le fait qu'il ait des armes, les gendarmes, ils vont se dire que oui, ça pue, mais que ça pue vraiment. Et le gendarme me dit, écoutez madame, il n'y a rien d'illégal, vous ne pouvez pas déposer plainte pour ça. Frédéric Limolle s'entraîne ici depuis 6 ans à Salon de Provence dans ce club de tir sportif. Claude Cunin, qui dirige ce centre, et son ami Michel se souviennent d'un adhérent qui venait 1 à 2 fois par mois. Et dans ce cadre-là, Frédéric Limolle offrait un autre visage. C'était une personne très sympathique, qui était conviviale. Il avait un petit chien d'ailleurs, un petit chien avec laquelle on s'amusait, mais sympa. Il payait sa tournée au bar, pas de souci. Il était, puis il avait toujours une équipe avec lui. C'est la convivialité. Toujours convivial. Toujours... Ah oui, non, il n'a jamais manifesté quoi que ce soit d'agressivité. Et ça, je le dirai à chaque fois. Frédéric Limolle a obtenu en 2018 l'autorisation de détenir des armes de catégorie B, soit 2 pistolets Glock et un fusil semi-automatique. Et pour cela, Claude Cunin a donné son feu vert. Ah ben, je ne peux pas faire autrement dès l'instant que la personne répond aux conditions qu'on lui demande, conditions sécuritaires sur le maniement des armes au pas de tir, une aptitude technique au tir, l'aptitude mentale. C'est pas moi qui peux la déterminer, mais l'aptitude mentale, il l'avait. Comme le veut la procédure, Frédéric Limolle a aussi obtenu un avis médical favorable. Et la préfecture lui a donné son accord, malgré les 2 plaintes déposées contre lui. À la même époque, Frédéric Limolle s'installe ici, dans le Puy-de-Dôme, avec sa nouvelle compagne, Sandrine. Elle veut devenir apicultrice. Sur le terrain dont elle est propriétaire, on distingue une 15aine de ruches. Lui suit une formation d'élagueur, puis crée sa propre société. On le voit sur cette vidéo, postée en septembre 2020, superviser le tronçonnage d'un arbre. À Ambert, dans la commune voisine, le maire décrit un couple de néo-ruraux qui se mêlent peu à la vie locale. C'est des gens qui sont apparemment, d'après le maire de Saint-Just, qui sont arrivés il y a 3-4 ans, mais qui n'avaient aucune vie au sein de la municipalité de Saint-Just. Donc c'était des gens qui avaient acheté une maison et qui étaient relativement isolés et qui vivaient un peu en autarcie. Voilà. Moi, je voyais plus comme quelqu'un qui était venu ici pour se mettre à l'écart de quelque chose, parce qu'on le sent, il se barricadait un peu chez lui, j'ai l'impression qu'il se sentait recherché par quelqu'un, quoi. Dans le hameau du Cros, près de Saint-Just, ses voisins, Lorraine et Fabien, se souviennent d'un épisode qui les a inquiétés. Il y a eu une fois, ça faut qu'on le dise parce que je pense que ça n'a pas été... On a fait un repas avec un beurrière et le problème c'est que là on a découvert qu'il avait une arme sur lui, quoi. Et ce jour-là, il a tiré des coups de feu et là par contre, nous on n'a pas su comment réagir, gérer la situation. Il y a d'autres personnes qui s'en sont chargées, mais c'est là qu'on a compris qu'il fallait peut-être faire attention, quoi. Une dangerosité qui va crescendo et une paranoïa latente qui rejaillit aussi dans ses relations avec son ex-femme. Frédéric Limolle, déchu de son autorité parentale, entend la récupérer. Il prend attache avec cet avocat et même s'il n'a pas toujours exercé son droit de visite et payé sa pension alimentaire,
il se pose en victime et en perd ses nerfs. C'était en 2018. Je le sentais vraiment à bout. Hein, je sentais qu'il était sur le point de péter un câble, hein, comme on dit. Je ressentais énormément de désespoir. Il me l'avait formulé à plusieurs reprises. Et là, il me dit, j'ai l'impression qu'elle a que pour elle, regardez, elle fait ce qu'elle veut. Maître, écoutez, je vais exploser et tout le monde va prendre. Avec son avocat, Frédéric Limol multiplie les procédures judiciaires, fait citer son ex-femme au tribunal pour non-présentation d'enfants, monte un dossier devant le juge aux affaires familiales. Face à cette charge judiciaire, Valérie prend peur. Elle demande alors à Emmanuel, cette ancienne amie de Frédéric Limol, de lui fournir une attestation. Et elle m'appelle pour me dire qu'il veut récupérer la garde de l'enfant et qu'il faut faire une attestation pour dire à quel point il est violent. Ce que vous faites? Ce que je fais. Qu'est-ce que vous dites dans cette attestation? En fait, comme j'ai pas de souvenir de faits précis de violence, en fait, je décris comment je l'ai vu basculer, s'enfoncer dans la violence. Je parle des épisodes de violence quand elle était enceinte. J'ai dit, pour moi, il est malade, paranoïaque, violent, une bombe à retardement. Et je dis la seule chose que je peux dire, c'est-à-dire que moi, personnellement, je lui confierai jamais la garde de mes enfants. Emmanuel alerte, mais là encore, rien ne bouge. Autre signal lancé par Valérie. En mai 2020, pendant le premier confinement, elle envoie un message à Marlène Schiappa, alors secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, sur son compte Facebook. Un cri d'alarme, des mots que nous lit son avocat. Après 3 plaintes, monsieur n'a jamais été entendu par la justice. Jamais. J'ai fait des démarches auprès de la MAV, l'association de victimes, auprès du parquet, auprès des services de police, sans aucun résultat. L'accueil progresse dans les services, mais les enquêtes ne sont pas menées. Madame, je crois en la sincérité de vos convictions, mais l'impunité des auteurs perdure, les ex-femmes et les enfants restent des cibles faciles. Aucune réponse. Aucune réponse. Mais le sentiment de votre cliente, c'est quoi? C'est que... Je m'en foutisme, abandon, non sérieux, on n'en sait rien. En tout cas, non entendu. C'est aussi simple que ça, non entendu. Un cri inaudible. Marlène Schiappa assurera qu'après recherche, il n'y a aucune trace de la lettre évoquée. Mais Valérie ne baisse pas les bras. Elle dépose une 3e plainte pour abandon de famille. La gendarmerie d'Ambert décide enfin de convoquer Frédéric Limol. En juillet 2020, il nie tout. Les menaces, les coups, aucune vérification n'est faite sur les armes, tout est classé sans suite. Alors pourquoi les autorités n'ont-elles pas décelé sa dangerosité, malgré 3 plaintes et une main courante? Voici les explications que nous a données le procureur de la République de Clermont-Ferrand. Le lien n'a pas été fait entre les plaintes, car elles ont été traitées par des services d'enquête différents, qui dépendent de juridictions différentes. Et de préciser que pour le seul parquet de Clermont-Ferrand, on compte au total 40 000 procédures par an, traitées par 10 magistrats. Outre ce profil d'auteur de violences conjugales, un autre pan de la personnalité de Frédéric Limol a échappé aux autorités. Sa radicalisation n'a pas été décelée, alors qu'il passait des heures sur Internet. C'est exactement le loup solitaire qui est craint par les services de renseignement, qui baigne dans une espèce d'ambiance malsaine, vénéneuse, haineuse, donc en s'alimentant, en se nourrissant de tout ce qu'il voit sur la toile, sur les sites de propagande nazie, propagande ultra-droite, les forums identitaires. Il s'est abreuvé, il s'est construit dans un groupe, il s'est construit sur Internet, et à un moment, il est seul et il passe à l'acte. Frédéric Limol avait-il prémédité son acte? A-t-il bénéficié de complicité? Appartenait-il à une mouvance? Autant de questions qui restent en suspens. Même si Frédéric Limol s'est donné la mort, l'enquête se poursuit pour tenter d'appréhender cette nouvelle forme de radicalisation entre complotisme, ultra-droite et délire survivaliste.